Et si toute notre compréhension reposait sur une prémisse erronée? Non pas une erreur anodine, mais une remise en question du Big Bang lui-même, ou plutôt de ce qu'il représente, et si ce que l'on tenait pour l'origine absolue de toute chose n'était, en réalité, qu'un moment parmi d'autres dans une histoire bien plus vaste. Une telle hypothèse ne chamboule pas simplement quelques équations. Elle renverse tout l'édifice. Le récit que nous connaissons tous, celui enseigné dans les universités et gravé dans les manuels scolaires, décrit un univers surgissant il y a 13-8 milliards d'années d'un état de chaleur et de densité extrême, infiniment compact, qui s'est ensuite dilaté et refroidi pour laisser naître les galaxies, les étoiles et finalement la vie. C'est le récit officiel, celui qui trône dans les amphithéâtres d'astrophysique. Et il ne repose pas sur du vent. La première grande preuve, c'est l'expansion de l'univers. Dans les années 1920, un astronome du nom d'Edwin Hubble comprit que toutes les galaxies s'éloignent les unes des autres, à la manière de points dessinés sur un ballon que l'on gonfle. Plus une galaxie est distante, plus sa vitesse de fuite est grande. Mais si l'on renverse le sens du temps, si l'on rembobine ce film cosmique, tout converge vers un unique point d'origine. C'est une conclusion logique, presque inévitable. La deuxième preuve est tout aussi convaincante. Le fond diffus cosmologique, découvert par accident en 1965 par deux ingénieurs qui, en cherchant à calibrer une antenne radio, captèrent un bruit de fond persistant qu'ils ne parvenaient pas à éliminer. Ce signal n'était autre que l'écho lumineux des premiers rayonnements de l'univers, une photographie de son enfance prise seulement 380 000 ans après le Big Bang. Ces deux piliers ont conféré au modèle standard une légitimité scientifique difficile à contester. Pourtant, aussi élégant soit-il, ce modèle traîne avec lui une énigme philosophique profondément dérangeante. Le problème du moment zéro. Un instant avant lequel il n'existerait aucun. Avant. Un événement sans cause. Or, en physique, tout phénomène trouve son origine dans un autre. Une pomme tombe parce que la Terre l'attire. La Terre orbite autour du Soleil parce que ce dernier incurve l'espace-temps. C'est le principe de causalité, l'un des fondements les plus solides de notre compréhension du réel. Mais le Big Bang, lui, serait l'exception absolue. Un commencement surgissant de nulle part, sans antécédent, sans cause. Du moins, c'est ce que l'on croyait. Parce qu'aujourd'hui, une idée nouvelle commence à se frayer un chemin dans les couloirs de la physique théorique. Et si le Big Bang n'était pas un commencement, mais une transition, et si notre univers n'avait en réalité jamais eu de début? La singularité, là où la science bute sur ses propres limites, pour saisir cette idée, il faut revenir à ce fameux moment zéro. Imaginez que l'on rebobine le film de l'univers. Les galaxies fusent les unes vers les autres, l'espace se rétracte, la température monte vertigineusement, la densité explose. Les équations de la relativité générale d'Einstein, si efficaces pour décrire la gravité à notre échelle, conduisent inexorablement vers un point de volume nul mais de densité et de température infinie. La singularité initiale. Et c'est là que tout se fige. En physique, l'apparition du mot infini dans une équation n'est pas une description de la réalité, c'est un signal d'alarme. Cela signifie que nos théories ont atteint leurs limites, qu'elles ne sont plus en mesure de rendre compte de ce qui se passe réellement. C'est un aveu d'impuissance mathématique. Un peu comme si, en calculant la trajectoire d'une balle de tennis, votre calculatrice affichait soudain une division par zéro. Le problème ne vient pas de la balle, mais des équations elles-mêmes, qui ont rencontré une frontière qu'elles ne peuvent franchir. C'est exactement ce qui se produit avec la singularité du Big Bang. Les physiciens appellent cette frontière le mur de Planck. Ce n'est pas un mur physique, c'est une limite épistémologique, un horizon d'ignorance. Il se situe à 10, à la puissance de négatif 43 secondes après le prétendu moment zéro, un laps de temps si infime qu'il défie toute tentative de représentation. Pour vous en donner une idée, il s'est écoulé davantage de secondes depuis le Big Bang, jusqu'à aujourd'hui qu'il n'existe de temps de Planck dans une seule seconde. En deçà de ce seuil, l'univers était si petit et si dense que la relativité générale, aussi puissante soit-elle, commence à se désintégrer. Et ce n'est pas simplement une question de calcul difficile, c'est que la relativité a été conçue pour un autre monde, deux langues incompatibles, la relativité et le quantique. La relativité générale décrit l'univers à grande échelle, l'espace-temps comme une toile élastique qui se déforme sous l'effet des masses. Le Soleil creuse une dépression dans cette toile, et c'est cette courbure qui maintient la Terre en orbite. C'est un univers lisse, continu, fluide, mais à des échelles extrêmement petites. Un autre univers entre en scène, radicalement différent, celui de la mécanique quantique.
Ici, l'énergie ne se distribue pas de manière continue. Elle se présente par paquets discrets, des quantas, à la manière de marches d'escalier. Un électron ne peut occuper que certaines orbites bien définies autour d'un noyau. Il saute de l'une à l'autre sans jamais transiter par les positions intermédiaires. Dans ce monde étrange, un électron peut se trouver en 2 endroits simultanément. Et le vide lui-même n'est jamais totalement vide. Le problème fondamental, c'est que ces 2 théories, la relativité générale et la mécanique quantique, sont profondément incompatibles. Elles ne partagent pas le même langage conceptuel. Tenter de les appliquer conjointement dans les conditions extrêmes du début de l'univers, c'est comme essayer de faire tourner un logiciel conçu pour un système sur une architecture totalement différente, sans traducteur. Les équations explosent. Elles produisent des infinis, des probabilités supérieures à 100%, des énergies négatives infinies. La singularité n'est donc pas une réalité physique décrite avec précision. C'est le symptôme d'une physique incomplète, le panneau qui indique « Attention, vos outils ne sont plus valables ici ». Pendant longtemps, on a esquivé le problème. On affirmait que la question de l'avant-Big Bang n'avait tout simplement aucun sens, puisque le temps lui-même serait né avec cet événement. Stephen Hawking illustrait cela avec une comparaison restée célèbre. Demander ce qu'il y a au nord du pôle Nord est une question vide de sens, car au pôle Nord, toutes les directions pointent vers le sud. De même, si le temps a émergé avec le Big Bang, il ne peut exister d'avant. L'interrogation elle-même serait mal construite. L'élégance insuffisante d'une pirouette conceptuelle, c'est une réponse ingénieuse, presque séduisante, mais elle laisse un sentiment d'inachèvement. C'est un peu comme trouver un livre dont la première page est absente et décréter que l'histoire ne commence qu'à la 2e. Techniquement défendable, peut être, mais intellectuellement insatisfaisant. Certains physiciens, plus audacieux, ont refusé de s'en contenter. Pour eux, si les théories échouent, ce n'est pas la réalité qui est en défaut, ce sont nos outils pour la décrire. Et si la singularité n'était pas un commencement absolu, mais un passage, si ce mur d'ignorance était en réalité une porte dissimulée, c'est dans cet esprit qu'est née une approche nouvelle, la gravité quantique à boucle, une tentative ambitieuse de réconcilier Einstein et la physique quantique. Pour comprendre cette théorie, il faut d'abord se poser une question simple mais déconcertante. De quoi est fait l'espace vide ? Pas l'espace peuplé d'étoiles, mais l'espace nu, là, entre vos mains. Imaginez qu'on en retire tout l'air. Notre intuition nous pousse à concevoir cet espace comme un contenant neutre, une scène de théâtre vide, lisse et infiniment divisible. On pourrait y zoomer à l'infini sans jamais atteindre une brique fondamentale. C'est la vision d'Einstein. L'espace-temps est un continuum élastique, déformable, courbable, mais fondamentalement lisse. La granularité de l'espace, quand la réalité a des pixels mais, la gravité quantique à boucle conteste cette vision. L'espace lui-même serait quantifié. Tout comme la lumière est constituée de photons, l'espace serait composé de minuscules grains des quantas de géométrie. Attention toutefois à l'image. Ces grains ne sont pas des briques rigides empilées les unes sur les autres. Ce sont des quantifications de la géométrie elle-même, une idée radicalement nouvelle. Cela implique l'existence d'une plus petite unité d'espace possible, une sorte de pixel fondamental de la réalité. Vous ne pouvez pas avoir un demi-pixel. Vous ne pouvez pas subdiviser un atome d'espace. Ces quantas d'espace sont d'une petitesse vertigineuse. Ils mesurent environ 10 à la puissance de négatif 35 mètres, la longueur de Planck. Pour mettre ce chiffre en perspective, si un atome était aussi grand que l'univers observable, un grain d'espace serait à peine de la taille d'un arbre. Autrement dit, la longueur de Planck est à l'atome ce que l'atome est à l'ensemble de notre système solaire. Ce sont des échelles qui échappent à toute représentation mentale des chiffres qui laissent perplexes entre fascination et vertige. L'espace ne serait donc pas une toile de trampoline, mais plutôt un tissu tissé de boucles fondamentales comme un chandail en laine. De loin, il paraît lisse et uniforme. De près, on distingue les fils entrelacés. Chaque boucle est connectée à ses voisines, et c'est l'ensemble de ces connexions qui constitue la structure du tissu. Mais cette analogie a ses limites. Ce tissu n'est pas statique. Il vibre, évolue, fluctue. C'est une structure quantique soumise aux lois de la mécanique quantique. Chaque boucle transporte un quantum de surface, et les nœuds d'interaction transportent un quantum de volume. L'ensemble forme ce que les physiciens appellent un réseau de spins, l'architecture secrète de la réalité, la trame invisible sur laquelle tout repose. À notre échelle macroscopique, ce tissu est si finement tissé qu'il paraît parfaitement lisse, comme une photographie sur un écran qui semble continue tant qu'on ne zoome pas. Mais si l'on grossissait suffisamment, la granularité apparaîtrait. L'espace serait exactement pareil. Lisse à notre échelle, granulaire à l'échelle de Planck. Et cette idée a une conséquence considérable. S'il existe
un volume minimal, un atome d'espace irréductible, alors la densité de l'univers ne peut pas atteindre l'infini. Il existe une limite physique absolue. On ne peut pas faire tenir une quantité infinie d'énergie dans un volume non nul. Cette limite porte le nom de densité de Planck. Et elle est d'environ 10 à la puissance de 94 grammes par centimètre cube, un chiffre avec 94 zéros. Pour vous en donner une idée concrète, si vous comprimiez toute la matière de l'univers observable dans un volume de la taille d'un grain de sable, vous n'approcheriez même pas cette valeur. C'est une densité qui transcende l'imagination. Le grand rebond. Quand l'effondrement engendre une renaissance, et cette simple barrière change radicalement le scénario. Si, en remontant le temps, l'univers ne peut atteindre une densité infinie, alors il ne peut pas s'effondrer en singularité. Le moment zéro disparaît. Mais alors, que s'est-il passé? Si l'univers n'émerge pas d'un point, d'où vient-il? La réponse est aussi simple qu'elle est vertigineuse. Imaginez un ballon de basket lâché d'une certaine hauteur. Il accélère, heurte le sol, se comprime jusqu'à la limite que lui impose l'élasticité du caoutchouc, puis l'énergie emmagasinée le propulse vers le haut dans un rebond d'autant plus puissant que la chute était grande. La gravité quantique à boucle propose un scénario similaire pour l'univers tout entier. Dans ce modèle, notre univers serait né de l'effondrement d'un univers antérieur. Un univers qui, au lieu de sombrer dans une singularité, aurait atteint la densité de Planck, cette limite maximale imposée par la nature. Arrivé à ce seuil, l'espace-temps, devenu incroyablement rigide et élastique sous l'effet des forces quantiques, aurait agi comme un trampoline cosmique. Il aurait résisté à la contraction et déclenché un rebond d'une violence inouïe, transformant la phase d'effondrement en une nouvelle phase d'expansion. Ce rebond, c'est ce que nous appelons le Big Bang. Le Big Bang ne serait donc plus un commencement absolu, mais une transition, le point le plus bas du rebond d'une balle cosmique. C'est ce que l'on nomme désormais le Big Bounce, le grand rebond. Notre univers serait l'expansion qui a suivi le rebond d'un univers qui existait avant lui. Prenons un instant pour mesurer la portée de cette idée. Cela signifie que l'univers n'a pas commencé il y a 8 milliards d'années, il a rebondi. Il y a 8 milliards d'années. Et avant ce rebond, il y avait un autre univers, peut être semblable au nôtre, peut être radicalement différent, qui se contractait, et avant celui-là, peut être encore un autre et un autre encore. L'univers n'aurait pu être jamais commencé. Il pourrait exister depuis toujours dans une succession infinie de cycles contraction, rebond, expansion répétée, à l'identique ou avec variation, dans une danse cosmique, sans début ni fin. Des physiciens comme Abei Ashtekar, l'un des pères de la gravité quantique à boucle, ou Carlo Rovelli, qui a largement contribué à populariser cette théorie, ont développé des simulations informatiques fondées sur ces équations, et ces simulations montrent clairement le phénomène. Lorsqu'on remonte le temps, l'univers se contracte, la densité augmente jusqu'à la densité de Planck, et alors, au lieu de produire un résultat infini et absurde, les équations continuent de fonctionner et décrivent un univers qui repart en expansion. La singularité est éliminée. Le mur de Planck est devenu une porte. Une porte qui ouvre sur un avant. Il faut cependant être honnête. Ces simulations reposent sur des modèles simplifiés. On ne sait pas encore résoudre les équations complètes de la gravité quantique à boucle pour un univers aussi complexe que le nôtre, avec sa matière noire, son énergie noire, ses galaxies, ses inhomogénéités. Les calculs atteignent une complexité redoutable. Mais les modèles simplifiés, ces univers jouets, homogènes et isotropes, donnent des résultats cohérents et encourageants. Ils montrent que le rebond n'est pas une simple curiosité mathématique, mais une conséquence presque inévitable de la quantification de l'espace. L'archéologie cosmique, peut-on lire les cicatrices du rebond, mais si cet univers antérieur a existé, peut-on espérer en percevoir des traces? Peut-on pratiquer une véritable archéologie cosmique et scruter le ciel à la recherche d'empreintes laissées par un monde disparu? C'est l'une des questions les plus envoûtantes de la cosmologie contemporaine. Imaginez un archéologue qui, au lieu de creuser la Terre pour exhumer des poteries, scrute le rayonnement fossile de l'univers pour y déchiffrer les échos d'une existence précosmique. Fascinant, mais aussi extraordinairement ardu, car la plupart des modèles du Big Bang suggèrent que le rebond lui-même a été un événement si extrême, si cataclysmique, qu'il a vraisemblablement effacé la quasi-totalité des informations de l'univers précédent. Imaginez un bouillonnement quantique d'une énergie phénoménale dans lequel l'espace et le temps eux-mêmes sont disloqués puis reconstitués. À cette échelle, les notions d'avant et d'après deviennent floues.
L'information ne peut être pas totalement détruite, mais elle est si brouillée, si mélangée, qu'il devient pratiquement impossible de la reconstituer. C'est un peu comme tenter de lire un livre après l'avoir réduit en cendres. Les physiciens parlent d'un horizon d'information, une barrière au-delà de laquelle aucun signal ne peut transiter. Pourtant, tout espoir n'est pas perdu. Certains physiciens traquent des anomalies subtiles dans les données de notre propre univers, des détails qui ne s'inscrivent pas parfaitement dans le modèle standard du Big Bang et qui pourraient être des cicatrices, des résonances de ce qui s'est produit lors du rebond. Le terrain de chasse privilégié est le fond diffus cosmologique. C'est la plus ancienne lumière de l'univers. Une photographie prise à 380 000 ans, à l'époque où l'univers était encore un plasma chaud et opaque. Une soupe de particules chargées dans laquelle la lumière ne pouvait pas voyager librement, absorbée et réémise sans relâche. Puis l'univers s'est suffisamment refroidi pour que les électrons s'associent au noyau atomique et forment les premiers atomes neutres. La lumière a alors pu se propager librement pour la première fois. C'est ce rayonnement que nous détectons aujourd'hui sous forme de micro-ondes. Les anomalies du rayonnement fossile, signature d'un avant, ce qui rend ce rayonnement si précieux, c'est qu'il n'est pas parfaitement uniforme. Il présente de minuscules fluctuations de température, de l'ordre de quelques millionièmes de degrés de légères irrégularités, qui sont les germes des futures structures cosmiques. Ces grumeaux reflètent de petites variations de densité dans l'univers primordial. Les régions légèrement plus denses ont attiré davantage de matière par gravité et ont fini par donner naissance aux galaxies que nous observons aujourd'hui. Le modèle standard, avec sa phase d'expansion ultra rapide appelée inflation, un épisode au cours duquel l'univers aurait doublé de taille toutes les 10 à la puissance de négative 37 secondes, rend bien compte de la distribution statistique de ces fluctuations. Mais il demeure quelques anomalies à grande échelle. Une certaine asymétrie dans la répartition des fluctuations, un déficit de corrélation sur de très grandes distances angulaires, et une région du ciel où le fond diffus est légèrement plus froid que la moyenne, sans explication évidente, la fameuse cold spot. Ces anomalies sont statistiquement marginales. Elles pourraient n'être que de simples coïncidences, de banales fluctuations aléatoires. Mais elles pourraient aussi être la signature d'une physique nouvelle, l'empreinte d'un Big Bounce. Des physiciens comme Aurélien Barraud ont calculé les prédictions spécifiques que formulerait la gravité quantique à boucle concernant ces fluctuations. Il suggère que le rebond aurait pu laisser des empreintes particulières, des modes oscillatoires spécifiques dans le rayonnement fossile, une sorte d'empreinte digitale du rebond cosmique. Pour l'instant, les télescopes actuels, comme Planck de l'Agence spatiale européenne, qui a cartographié le fond diffus avec une précision inégalée entre 2009 et 2013, ne sont pas suffisamment sensibles pour confirmer ou infirmer ces prédictions. Les signaux, s'ils existent, sont noyés dans le bruit ambiant. C'est comme tenter de percevoir un murmure au cœur d'un concert de rock. Mais les prochaines générations de télescopes, d'ici 10, 20 ou 30 ans, pourraient disposer de la sensibilité nécessaire pour trancher. Une autre piste, encore plus spéculative, concerne les ondes gravitationnelles primordiales. Contrairement à la lumière, bloquées par le plasma opaque du jeune univers, les ondes gravitationnelles traversent librement la matière. Le Big Bounce, s'il a eu lieu, aurait dû engendrer un flot colossal d'ondes gravitationnelles. Imaginez l'espace-temps lui-même vibrant sous l'effet de cette transition cosmique. Détecter ces ondes avec leur spectre caractéristique pourrait constituer la preuve directe de l'existence d'un univers antérieur au Big Bang. Des projets ambitieux comme le télescope spatial LISA attendu pour les années 2030 pourraient être capables de les capter. Mais soyons clairs, nous évoluons ici dans le domaine de l'hypothèse. Ces traces demeurent pour l'instant hautement spéculatives, et nombreux sont les physiciens qui maintiennent une prudence justifiée. L'infini temporel, un univers sans âge ni origine. L'idée d'un univers sans commencement nous confronte à une notion qui a toujours fasciné et intimidé l'esprit humain, l'infini. Si le Big Bounce est correct, si l'univers existe depuis toujours dans un cycle potentiellement infini de contraction et d'expansion, alors nous sommes face à un infini temporel. L'univers n'aurait pas d'âge, il serait simplement, éternellement. Nous peinons déjà à nous représenter l'infini spatial, sans savoir si notre univers est fini ou infini en étendue. Voilà que le Big Bounce ajoute une nouvelle dimension à ce vertige, un infini dans le temps. Si les cycles se répètent sans fin, alors tout ce qui peut arriver arrivera une infinité de fois. Notre existence s'inscrit dans une histoire qui nous dépasse et nous transcende dans des proportions que nous n'avons pas les mots pour décrire. Alors, s'est-on trompé sur le Big Bang? Peut-être,
peut, être, pas. La vérité, c'est que nous ne le savons pas encore. Ce qui est certain, c'est que la question elle-même a évolué. On se demande plus seulement comment l'univers a commencé, on se demande s'il a seulement commencé. Et cette simple reformulation ouvre un horizon vertigineux. Si l'univers n'a jamais eu de commencement, alors nous sommes les héritiers d'une histoire infiniment plus longue et plus riche que tout ce que nous avions imaginé, une histoire qui se réécrit à chaque cycle, qui se réinvente, qui explore inlassablement toutes les configurations possibles du réel. La gravité quantique à boucle et le Big Bounce ne représentent peu, être qu'une étape dans notre quête de compréhension. Mais ils nous rappellent que la science n'est pas un catalogue de réponses définitives. C'est une aventure perpétuelle qui nous pousse à regarder plus loin, à creuser plus profond, à remettre en question jusqu'aux certitudes les plus fondamentales. Le Big Bang n'est peut être pas la première page du livre de l'univers. Ce serait peut être simplement le premier chapitre que nous sommes parvenus à déchiffrer.